On avait dit qu'on pouvait avoir des problèmes techniques. On s'en excuse. On ne sait pas pourquoi. Il y a eu un problème technique. Là, on va juste s'assurer que tout est revenu à la normale. On va se reconnecter sur nos affaires. On s'excuse encore. Je sais pas pourquoi mon cellulaire a décidé d'arrêter de faire le live. C'est pas facile de travailler avec ces cellulaires-là. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est un nouveau direct. Ouais. Je vais aller dire aux gens Il devrait le voir, je sais pas là. Est-ce que je suis à combien de personnes en ce moment? 10 personnes. Bon, on s'excuse à tous ceux et celles. Vraiment. Si vous pensez avoir manqué quelque chose, peut-être à la fin de la conférence, vous pourrez revenir en arrière en espérant que ça ne réarrive pas trop souvent. Colin de Ben, on est rien qu'au début de la conférence. Alors, merci Marie-Kim de faire la, la sono. Alors, on continue. Après avoir... si vous avez des bâtons popsicle, les crayons de plomb, il y en a là, c'est faut aller dans les espaces les tripeux de scrapbooking, là, ok? Ça, là, allez leur demander leur meilleur crayon de plomb, là. Il y en a qui ont comme la petite définition de plus, là, qui va être meilleure pour garder l'écriture sur le bâton de popsicle, parce que quand on écrit à l'encre, ou bien au feutre, à l'encre, c'est pas si pire si tu pèses fort, mais au feutre, tu verras plus rien. C'est pour ça que le plastique, j'aime le réutiliser. Puis sinon, j'aime bien quand on l'écrit sur le pot. C'est toujours bien. Hey, je prends le temps aussi. Tantôt, on a parlé des pots. Là, je vous le dis, là, c'est la dernière année que j'utilise des pots en carton. Là, je suis convaincu, je suis tanné et je m'explique. Quand on a un pot en carton, il va absorber l'humidité dans le terreau. Le pot, il devient plus flasque et la gestion de l'humidité, elle est moins bonne. C'est vraiment, vraiment moins intéressant. Il faut arroser plus souvent, puis la plante n'a pas l'air de s'y plaire autant. Puis, je vous le dis, j'ai même aussi déjà vu des pots en compost. Les carpots, c'est du compost de fumier de vache compressé. J'ai adoré, là, juste pour l'idée d'arriver devant les gens puis de dire, ah, devinez en quoi c'est fait, là. Ah, c'est du caca de vache, oui. Puis là, je trouvais ça bien drôle d'arriver avec ça dans une classe de maternelle. Mais la vérité, c'est que t'arroses ton carpote, puis à un moment donné, il y a des champignons qui sortent. Tu sais, il y a comme trop de vie, là. La plante, la plante, elle aime pas ça. Puis la gestion de l'humidité est vraiment pas super. Alors, ceci dit, ça, c'est pour les pots. Et pour finir, ça va vous prendre des semences. Et là, il est écrit dans le PowerPoint des semences bio locales. C'est pas une obligation, mais ça a un plus-value. Et je vous explique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans le sud, dans un pays exotique, puis que vous ayez pogné la tourista? Ça vous est déjà arrivé? Dites-vous que vos plantes, ils peuvent leur arriver la même affaire. Quand un semencier du Texas fait des semences de quelque chose pendant des centaines, des centaines de fois, là, là, des générations et des générations, là. Le code génétique de la semence, là, elle va dire c'est quoi le climat du Texas, à quoi qu'il ressemblait son arrosage, à quoi ressemblait la température, l'humidité, les ravageurs. Le code génétique de la plante, il est plus long, semblerait-il, que les codes génétiques humains. Il y a quelque chose là-dedans qu'il faut retenir, c'est que la plante, c'est comme les animaux, ben on ressemble à nos parents. Puis si tu prends la semence du Texas, parce qu'elle coûte juste 30 cents dans le grand marché qui t'offre des semences, là, ben ton petit sachet de 30 cents, là, ça se pourrait qu'il pogne la tourista rendue ici. C'est des plantes, ça veut pas dire que tu n'auras pas de belles récoltes, mais il y a plus de chances que ta plante ne soit pas adaptée au sol, au climat, puis à la façon que tu jardines. Les semenciers du Québec produisent des tonnes de variétés
Et par exemple, moi, quand je prends mes semences, je les prends qui sont faites un peu plus au nord que chez nous. Je suis à Saint-Ambroise, je prends ceux de Saint-Didas puis de Saint-Damien. Puis là, ça, ce que ça fait, c'est que ma plante, elle a été cultivée pendant une couple de générations à Saint-Didas. Ben, la plante, quand elle arrive à Joliette, elle fait rien que se dire, oh mon Dieu, il fait un petit peu plus chaud ici, on est bien. Mais ça reste que c'est un taux d'humidité semblable, ça reste que c'est un type de sol semblable. La plante, elle est plus adaptée. Donc, on a des plantes qui qui ont tendance à avoir une meilleure productivité. Après ça, là, c'est pas une règle claire. C'est pas parce que tu prends ton vieux sachet de semences à 30 cents que tu n'auras pas de légumes. C'est pas ça. C'est une logique à utiliser. Puis 3 piastres et demi pour un sachet de semences, personnellement, je trouve pas ça très cher. Alors, ceci dit, libre à vous de prendre des semences qui auront la tourista ou non. Bon, prochaine slide, je remettais tout le calendrier des semis de l'écoumène. Vous allez voir, c'est extrêmement complet. C'est vraiment intéressant. Et je vous invite à aller voir. On voit en haut, il y a calendrier des cultures des plantes potagères, zones 5 et 6, parce qu'ils l'ont fait pour plusieurs zones. Puis regardez, il y a dans la colonne du mois de mai, la deuxième colonne du mois de mai, il est écrit, il y a la deuxième semaine, il y a une grande colonne où est-ce que c'est en jaune. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est la date approximative du dernier gel au sol. Mais vous comprendrez qu'à Montréal, ça fait du sens que la deuxième semaine du mois de mai, c'est pas mal nos derniers gels au sol. À Joliette, non. Puis c'est là que faut comprendre que faut y aller avec notre logique. À Saint-Félix, là, parce que là, on parle aux gens de Saint-Félix, là, ben, moi, je vous dirais, cette année, le dernier gel au sol risque d'arriver. On est plus autour de la dernière du mois de mai. Donc, libre à vous de décaler un peu ces connaissances-là. Mais, on comprend bien, là, c'est pas coulé dans le béton, un calendrier comme ça. On continue. Environnement de culture. Alors, on vous a présenté une petite étagère à semis. Ça, c'est le fun à avoir. Je pourrais en parler si vous avez des questions. Je commence à avoir de l'expérience là-dedans. En gros, 14 à 16 heures de lumière. Puis, le meilleur, ça va être de mettre nos semis à côté, même si tu as un néon, de le mettre proche d'une fenêtre. Pas trop proche d'une fenêtre. Si tu le colles sur une fenêtre, le froid de la fenêtre va attaquer tes semis. Tu veux pas ça. Toujours garder peut-être, je dirais, au moins 6 pouces, sinon un pied là, sur le bord de la fenêtre pour qu'il y ait ce jeu d'air-là que le froid qui rentre la nuit. Hein, c'est des rayons. La chaleur se rayonne et le froid aussi, il rayonne. Si vous vous demandez quelle fenêtre utiliser, regardez après la conférence, là, à midi, là, il est où le soleil chez vous, puis prenez la fenêtre qui a le plus de luminosité. Pour ce qui est des lumières, c'est le fun d'avoir là, un maximum de 5 cm entre le néon puis les plantes, ok? Si c'est trop haut, ça va étioler. Si je mets ma lumière trop haute, je vais étioler. Puis là, les fois où est-ce qu'on décale de ce 5 cm-là, c'est quand à un moment donné, des fois, on vient qu'à manquer un peu de place. Mais on veut quand même s'assurer que toutes nos plantes aient de la lumière, tu sais. Fait que là, moi, ici, là, je fais une petite affaire plus que 5 cm, tu sais. Mais je veux m'assurer que celle-là, elle ait encore de la lumière, ma petite plante ici, tu sais. Fait que, mais toujours est-il le plus près possible sans que ça y touche. Parce que si ça y touche, ça brûle les feuilles. On veut pas que la plante touche le néon. Ça peut être fatal. Là, il y a des néons horticoles. De plus en plus, c'est disponible. Ça ne l'était pas, vous le disant, là, les petits néons T5 là, horticoles. Ça va très bien. Regardez ça. Mais si vous aviez un vieux ballast dans votre garage avec des vieux néons, est-ce que ça fait un job?
ça va faire la job. C'est un petit peu moins bon, mais ça fait la job pareil. Donc, vaut mieux du recyclage de quelque chose qui ne sert plus que d'aller acheter quelque chose de nouveau. Dans mon monde à moi. Alors, après ça, dans la température pour notre environnement de culture, on va vouloir chercher entre 20 et 22 degrés. Pour la germination, là, vraiment, là, pour que la semence éclot, je vous dis, allez donc chercher plus le 22 degrés, OK? Et même, pour que ça germe, la plante n'a pas vraiment besoin de lumière pour que ça germe. Moi, ce que j'aime bien, pour que ça germe, là, on veut que la chaleur elle soit au niveau des racines. Puis, je vais tout simplement mettre mon par-dessus mon ballast, parce que la lumière, la chaleur monte, fait que je mets mes semis par-dessus le ballast, comme ça. Ça, c'est M. Pagé qui m'a montré ça. M. Pagé, il jardine depuis bien avant que je sois né, puis je prends ses trucs. C'est toujours pertinent. Alors, c'est une façon de faire pour assurer que les racines sont au chaud. Et j'ai écrit dans le PDF de 80 à 90% d'humidité. Là, attention ici, là, quelque chose qui n'est pas écrit. C'est vraiment pour la germination. Une fois que ça a germé, une fois que vous voyez du verre sortir, là, il va pas falloir maintenir 90% d'humidité parce que l'humidité, c'est aussi synonyme de champignons, hein, les problèmes fongiques. Oui. On nous demande si avoir des lumières, c'est obligatoire. Parce qu'il y en a qui en ont pas. Non, c'est pas obligatoire d'avoir des lumières. J'ai vu des gens réussir des très beaux semis sans lumière. Par contre, c'est quand même moins facile, je dirais. Et là, si vous n'avez pas de lumière, ça va vous prendre une fichue de belle fenêtre au sud. Puis, vous allez voir vos plantes, elles vont toujours virer vers la lumière, OK? Donc, c'est important de virer le pas de bord une fois de temps en temps. Sinon, ben c'est ça. Je dirais, mettons, là, si j'ai à démarrer des tomates, mais que j'ai pas de lumière, je vais pas partir mes tomates à la Saint-Joseph. Je le sais, grand-maman a dit, on part nos semis de tomates à Saint-Joseph. Ça, c'est fin mars, la Saint-Joseph. Mais il y a quand même 60 minutes de plus de luminosité entre la fin mars puis la fin avril. Donc, la Saint-Joseph, je pense, c'est le 19 mars, si je ne me trompe pas. Tu sais, entre le 19 mars et le 19 avril, c'est 2 minutes par jour. Ça fait une méchante différence dans ta fenêtre pour la plante, là. La chaleur que ça amène et tout, ça fait une grande différence. Si j'ai pas de lumière, je vais préférer partir mes tomates un peu plus tard. Alors, ça serait la logique que j'aurais à donner. Merci pour la question, hein, gênez-vous pas. Dans les environnements de culture, on veut bien arroser. Ah oui, on parlait de l'humidité puis des serres. Regardez bien ça. Monsieur Pagé encore. Moi, il faire un hommage à ce monsieur-là un jour. Saran wrap, OK? Puis là, ici, j'ai arrosé hier, mais il va falloir réarroser. Je ne vois plus de petites gouttelettes dans mon saran wrap. Ça veut dire que c'est pas assez humide, OK? On veut une mini-serre pour maintenir l'humidité. Puis je vais jamais laisser une plante taper le saran wrap. Il faut juste... On met le saran wrap pour que ça germe, pour qu'il y ait le 90% d'humidité, OK? Saran wrap, c'est quand on n'a rien d'autre. Sinon, ben évidemment, vous pouvez acheter des petits des mini-serres, ce qu'on appelle. Si vous n'avez pas de mini-serre, simplement une boîte à croissant, là, ça fait une très belle mini-serre. Et d'avoir les gouttelettes qui collent un peu partout, ça nous dit qu'il y a de l'humidité, puis on aime ça comme ça. Toujours bien drainé, par exemple. C'est très important. Il faut que ça soit bien arrosé puis bien drainé. On ne veut pas qu'il y ait de l'eau. Par exemple, on a notre pot. On ne veut pas que le pot il baigne dans de l'eau constamment. Ça serait pas ça à être bien drainé. Okay? On veut que l'eau puisse partir puis que l'air puisse reprendre son espace pour les racines. C'est très important.
Alors, je le dis dans chaque conférence, j'ai un ami à un moment donné, on arrive pour jammer de la musique, puis il dit Jasmin, attends, avant le jam, il faut que j'arrose mes plantes, mes petits semis de tomates. Il prend son pot de tomates, il arrive au lavabo, il ouvre la champleur, puis là, c'est un gros filet d'eau, puis ça fait un trou dans le pot, puis tu sais, dans la terre, là, tu sais. Il faut comprendre qu'il ne faut pas perturber les racines. Faut pas déranger quoi que ce soit. Alors, regardez bien ça. Le meilleur du meilleur, c'est d'avoir des arrosoirs à bec inversé. OK? Puis ça, là, ça a plein de petits trous. Ça fait comme une petite pluie fine. OK? Le but, c'est c'est pas de faire un tsunami. OK? Parce qu'avec ça, ça pourrait faire un tsunami. Il y a des gens qui vont utiliser un gros trou comme ça et ils vont arroser à l'intérieur pour pas déranger les plantes. Ça va y aller par capillarité. Ça, c'est bon quand on est rendu le repiquage passé. Parce que sinon, quand on est au semis, il faut quand même arroser sur le dessus pour qu'il y ait de l'humidité au niveau des racines et de la semence. Le bec inversé fait en sorte qu'il n'y a pas trop de pression. Ça fait vraiment une belle petite pluie fine. Mais on va se le dire, c'est pas donné des arrosoirs comme ça. Quelque chose que j'aime bien utiliser, encore avec les jeunes dans les écoles, j'essaie d'enseigner le plus de recyclage possible. Connaissez-vous les jus tradition? Je suis à la veille de leur demander une commandite. Parce que je fais des arrosoirs avec leur 2 litres de jus. C'est pas pour rien que c'est avec eux autres que je le fais. C'est parce que leur couvercle est vraiment mince. Et le fait que ça soit mince, c'est facile de prendre une petite punaise d'un babillard et de commencer à faire des trous dedans. Je vais essayer de l'approcher de la caméra, essayer de vous montrer à peu près le nombre de trous que j'ai fait. J'espère que vous voyez bien. En tant que tel, là, dans la chose, faut comprendre qu'il faut prendre notre punaise, puis il faut y aller de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que si on fait le contraire, ça frise de tous les bords. C'est l'expérience qui parle, OK? On y va de l'intérieur du couvercle vers l'extérieur. Ça fait des jets beaucoup plus directionnels, beaucoup plus fun. Et ça coûte rien pantoute, sinon que d'avoir acheté un bon jus du Québec, bien souvent. Puis l'idée, ça va faire une petite pluie fine, puis on va pouvoir arroser avec ça. Ça coûte rien. Ceci dit, on change de slide. Des petites images, c'est toujours le fun. On a montré... là, ça, c'est pour ceux qui veulent adopter une technique un peu plus professionnelle. Il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut acheter des étagères à semis, mais vraiment, ça coûte quand même cher. Je pourrais peut-être tourner la caméra plus tard, mais tu sais, comme celle-là, elle a la capacité de 6... Ah oui, hein? Ouais, t'as rien qu'à dévisser un petit brin la poignée. Juste ici, tu la dévisses un petit peu, en sens anti-horaire, puis tu le tournes vers moi. Celle-là, ici, là, elle a la capacité de 6 plateaux. C'est des néons qui sont au LED. Ça consomme pas beaucoup. C'est tout réfléchi pour avoir une façon facile de monter puis descendre nos lumières. Hey, c'est comme 800$, là, puis j'ai 6 plateaux. Là, je trouve que ça coûte quand même cher. Je suis vraiment content, elle va bien, mais ça coûte cher. De l'autre côté ici, je m'en suis fait une. Là, je peux pas dire combien qu'elle m'a coûté, mais c'est moi qui l'a toute montée. Elle m'a probablement au moins coûté 1000$. Mais au lieu de 6, je suis à 12 plateaux. Tu sais, non, même pas. 16 plateaux. Je trouve ça quand même le fun. Ici, c'est 3 néons par étage. Je me suis acheté des poulies chez Équipement Moderne. Pour ceux qui sont de Saint-Félix, vous connaissez Équipement Moderne. J'achète ça, un beau petit projet de bricolage. Ça, c'est si vous voulez aller plus loin dans votre aspect de semis. On a une photo du Jump Start, là, le petit cadran. Dans le fond, c'est un cadran qui est un sensor de température pour pouvoir partir ce qu'on voit en bas, un tapis de semis. Tapis de semis, ça, ces choses-là, on peut acheter ça au jardin de l'Écoumène. Sur Internet, ils vont vous les louer. Ils vont vous les livrer.
Puis, on a mis en bas à droite le fil chauffant d'une toiture. Ça, là, c'est la façon que moi je fais des tables à semis, des 4 pieds par 8 pieds. Je mets ça pour vraiment, là, si vous avez une serre, puis vous voulez faire quelque chose de chauffant dans une structure où est-ce qu'on est plus à l'extérieur au mois d'avril, il fait pas très chaud, ça va prendre plus qu'un petit tapis à semis. J'utilise ça. Ça, on pourrait en parler longtemps, je m'attarderai pas là-dessus. On tombe au repiquage. Ben, avant de tomber au repiquage, j'aimerais quand même plus parler du semis. L'aspect de semis, OK? Regardez. Il y a plus qu'une façon. Puis, on peut y arriver Il y a plus qu'une façon d'y arriver. C'est ça que je veux dire. L'idée, c'est que on peut semer à la volée. On peut semer plein d'affaires. Puis, ça va pousser un peu de toutes les façons. Oui, question? Oui, en fait, on retourne plus vers les semis. Là. Il y a quelqu'un qui dit qu'il fait ses semis dans des serres Jiffy avec différentes plantes, mais qu'il y en a qui poussent plus vite que d'autres. Quand est-ce qu'il faut c'est quoi le bon moment de sortir les plantes de la serre? Alright. Alright. Merci beaucoup de ta question. L'idée de la mini-serre, aussitôt là, que. Puis là, ça va dépendre de l'environnement de culture, mais je considère si ça descend pas en bas de 15 degrés, en dehors de ta mini-serre, là, mettons. Là, les plantules, là. Ici, j'ai des poivrons, des aubergines. Ça, je suis capable de leur faire vivre un 12 à 15 degrés. Ça sera pas le meilleur. Ils vont vouloir être à 23 degrés tout le temps. Mais la mini-serre, ça garde la chaleur et ça garde l'humidité. Fait que ça, là, en ce moment, j'aime mieux qu'il n'y ait pas trop d'humidité à cette grosseur-là. Fait que là, je ne sais pas comment ils sont là, en ce moment dans ta mini-serre. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce stade-là, je préfère qu'ils soient en dehors d'une mini-serre et qu'ils vivent un petit stress de froid. Parce que, tu sais, vivre le stress de froid, ça va leur apprendre à vivre ce qu'ils vont vivre l'automne prochain au mois de septembre, OK? La plante va s'en rappeler c'est quoi un 15 degrés. Bref, tu sais, c'est ça qui est la logique à chercher, c'est vient un temps à une certaine grosseur. Mettons ici, j'ai une toute petite aubergine. Celle-là, là, elle fait pépique, puis je préférerais la garder dans la mini-serre avec encore un petit peu plus d'humidité puis un peu plus de chaleur. J'espère que ça répond bien à la question. Il n'y a pas de... C'est tant de centimètres, puis tu le sors. Tu sais, c'est pas comme ça le jardinage. Tu sais, le jardinage, c'est un principe, puis tu y vas avec le principe que tu peux. Puis des fois, quand on plante, là, je reviens à ce qu'on sème, l'idée, il y en a qui vont pousser plus vite que d'autres. Donc, va falloir des fois juste faire une moyenne de qu'est-ce que j'ai dans ma caissette, tout simplement. Alors, il y a ceux, OK, je prends le terreau, OK, je vais mettre du terreau dans mon pot, et là, j'y fais 3 petites tapes sur le bacu, OK, on le fait rien que tomber 3 fois, il va se compacter un petit brin, OK, l'idée, là, ça va être important que j'ai une bordure de plastique, ou bien que le pot soit plus haut que le terreau. Parce que quand tu vas arriver pour arroser, t'arroses, là, puis s'il y a du terreau puis que ça fait une bulle de même, ben l'eau, elle va rigoler tout le tour de ton pot, puis quand l'eau rigole, c'est pas drôle. Ça, c'est ma joke que je fais dans toutes les classes, là, puis il y a toujours juste moi, le prof, qui se trouve comique. Bon, regardez bien, c'est rien qu'un principe à expliquer. C'est important d'avoir une petite bordure pour que quand t'arroses, l'eau, là, elle va stagner dans la caissette avant de réussir à rentrer dans le terreau. Donc, c'est la première des choses. Il va être juste un petit peu compacté. Il y a des gens qui vont s'amuser à faire des lignes. Si par exemple, là-dedans, je pourrais m'amuser à avoir 4 types de tomates. Je vais avoir 4 rangées bien définies. Puis, je vais mettre 4 étiquettes pour dire, voici les tomates, quelles sortes. Si je me dis, je veux toutes la même sorte là-dedans, ben regardez, là. Une autre erreur très conventionnelle, je dirais. Ça, c'est la caissette
de plants de tomates que la pépinière aux arbres fruitiers m'ont donné. Il y en a beaucoup dedans, hein? Bon, ben ça, là, ils ont fait exactement ce que j'ai déjà fait, là. Ça nous arrive, j'ai des vieilles semences, ça risque de rien faire pantoute. En tout cas, j'étais pour les jeter, fait que tant qu'à les jeter, je vais les lancer à la volée dans une caissette. Puis là, tu te dis, coudonc, finalement, des semences de tomates de 10 ans, c'est quand même pas pire fertile, hein? Mais là, ça, là, c'est pas grave. C'est rien que ça va nous obliger à faire un repiquage, puis que le repiquage va être un petit peu plus compliqué. On va rentrer là-dedans, ça sera pas long. On pose la question souvent, la profondeur d'une semence. OK? Il y a la technique de... Je mets mon terreau, puis je vais peser dessus, puis je vais rajouter de la terre par-dessus la... Ou bien, il y a ceux qui vont faire des lignes, puis rentrer la semence dans le trou. Regardez bien ça, la profondeur, c'est à peu près 3 fois l'épaisseur de la semence. Donc, une grosse semence de citrouille va plus profond qu'une semence de tomate ou de menthe. Avez-vous déjà vu des semences de menthe? Ouf! Ça, c'est petit. Alors, c'est la logique. Et encore là, je vous dirais, regardez sur les sachets de semences. La plupart du temps, l'espacement sur les sachets de semences, j'y crois pas. C'est rare que l'espacement est intéressant. Mais la profondeur de la semence, ça, j'y crois. Alors, on va planter. On va avoir étiqueté. Il y a la technique, quand on démarre nos semis, il y a de ceux qui aiment arroser le terreau en profondeur avant de planter, mais ça fait que nos mains sont plus sales. Ça dépend, tu sais, tu es en train de faire ça sur la cuisine avant que ta blonde est en train de préparer le lunch, tu vas peut-être vouloir le faire le terreau à sec. Si tu fais ça dans ton garage ou dans ta serre, je dirais c'est le fun que le terreau soit déjà humide. Ça l'aide à s'assurer d'une meilleure germination. Mais sinon, on va arroser après, toujours dans l'idée d'arroser doucement. Puis, quand on va arroser, le premier arrosage, si on n'a pas arrosé le terreau avant, on dit on sème, puis on arrose après, notre premier arrosage, on va regarder l'eau, elle va vraiment flotter longtemps sur le dessus de la caissette. À un moment donné, elle rentre et on va réarroser. Comme c'est clair que ton premier arrosage, si tu sèmes dans un terreau qui est sec, tu vas arroser au moins 2 fois pour être sûr que le terreau soit bien humide. On tombe au repiquage. J'ai mis dans le PDF est-ce que les gens remarquent quelle plante que c'est que ça? C'est un plant de haricots. Et là, on a les petits cotylédons. Ça, là, les cotylédons, c'est les 2 petites feuilles qui sont à l'intérieur de la semence et qui attendent patiemment qu'il y ait assez d'humidité pour pouvoir germer. Ce ne sont pas 2 vraies feuilles. On appelle ça des cotylédons. C'est 2 antennes, puis ils regardent, y a-t-il de la lumière ici? S'il y a de la lumière ici, on va pouvoir faire 2 vraies feuilles. Et là, les vraies feuilles, c'est le temps de faire le repiquage quand il y a 2 à 4 vraies feuilles. Si tu attends trop longtemps, la plante, là, je l'ai expliqué tantôt, excusez-moi. Marie-Kim, pourrais-tu aller changer mon eau? Et j'ai échappé plein de terre dedans. Merci. L'idée, c'est que si on attend trop longtemps, tantôt j'ai dit que le terreau à semis, il est pauvre. Et la plante, un moment donné, il est rendu à 6 feuilles dans un terreau pauvre, là, elle va avoir faim. Donc, de 2 à 4 feuilles, c'est le temps où est-ce que la plante a la pleine force de se faire repiquer. On l'a fait cette semaine, repiquer des plantules qui n'avaient pas encore 2 vraies feuilles. Ça veut pas dire que tu réussiras pas. Ça se peut que ça fonctionne bien, mais le plan il est vraiment fragile et quand on va le réarroser après le repiquage, il est vraiment susceptible de plier puis tomber dans le terreau puis avoir de la misère. Donc il faut pas le faire trop tôt, faut pas le faire trop tard. Donc on va repiquer les plantes qui sont à repiquer, on va les repiquer jusqu'à
les cotylédons. Tu sais, on essaye que les cotylédons, ils restent au-dessus du sol. Des fois, mais tu sais, la plante, là, on va se le dire, là, les plantes vont laisser tomber les cotylédons un moment donné durant la saison. C'est pas des feuilles qui vont garder longtemps. C'est de même, ça marche. Fait que c'est pas très grave. Tu sais, même les plants de tomates, on peut planter ça. Mettons, on a un plant de tomates étiolé, là. Étiolé, là, c'est il a trop cherché la lumière, puis il se tient pas de bout, là. Ton plant, il rampe, là, tu sais. Ben, on va planter la tige, un maximum de tiges sous terre, puis on va y mettre un petit poteau pour y faire, pour faire en sorte que sa structure se renforcisse. Donc, il y a ça à réfléchir dans notre repiquage. Prochaine slide sur les repiquages. Il est écrit « Attention de ne pas laisser les semis stagner dans leur caissette ». Là, je veux pas prendre personne pour des épais. Je le dis comme ça parce que moi, j'enseigne le jardinage à des jeunes de la garderie. Puis il faut que je leur trouve des images pour qu'ils comprennent bien comme il faut. Fait que là je vais vous expliquer la même image que je dis à un jeune de 2 ans. OK? Fait que je pense que tu vas la comprendre, mais c'est vraiment pas pour te prendre pour un niaiseux. L'idée, c'est que quand j'arrive aux jeunes, je leur dis « Hey, vous imaginez-vous la grosseur de votre pantalon quand vous étiez bébé puis que vous portiez des couches, tu sais? » Puis là, « Ah, ouais. Et qu'est-ce que ça ferait si vous portiez ce pantalon-là aujourd'hui, tu sais? » Puis là, il y en a toujours un jeune assez bright pour dire « Ben, ça me ferait des shorts, tu sais, là. » Puis là, je dis « Ouais, puis moi, si je les portais aujourd'hui, je pense que je passerais une mauvaise journée. Ça se pourrait-tu que ça soit pas confortable? » Bon, c'est le même principe pour les plantes, OK? À un moment donné, si tu as un plant qui a 2 pieds de haut dans une caissette 3 pouces par 3 pouces, puis que tout ce que tu comptes comme fertilisation, c'est du compost, t'as dit que ça se peut que ton plant va être à l'étroit. Puis les racines, à un moment donné, là, il s'en rend compte, le plant là, qui est stagné là, il sait en crime. Là, lui, dans sa tête, il se dit... Je suis foul ball, il n'y a plus rien d'autre, j'ai tout pris l'espace, qu'est-ce qui reste? Ben, le plant, on dit qu'il s'endort, puis ça va vraiment freiner sa capacité. Le temps qu'on le remet dans le jardin, puis qu'il se réveille, ça fait, là, je l'ai déjà fait l'expérience, là, à la fin de l'été, là, ça peut avoir, sur un plant de tomates, au moins 4 pieds de différence, là, sur un plant indéterminé, là. C'est 4 pieds, ça fait pas mal de tomates, là, tu sais. Puis là, ça dépend à quel point il a stagné et tout, tu sais. Mais c'est vraiment l'explication que je peux vous donner, c'est que les plantes, elles se doivent d'être confortables au niveau des racines, puis d'avoir assez d'espace. Donc, on veut pas que les plantes stagnent dans leur caissette trop longtemps. Pour le terreau à repiquage, on va utiliser... Là, j'ai écrit 1/3 de compost à 2/3 de terreau de semis. Parce que, là, des fois, tu sais, tant qu'à dire qu'il te reste du terreau à semis qui est pauvre, va pas t'acheter un terreau de terre à jardin ou bien un terreau de repiquage. Ça existe, mais tu peux juste acheter du compost puis finir ton terreau à semis. Puis là, je dis 1/3 à 2/3, tu peux y aller avec une demi. Tu sais, c'est 1/3 à 2/3. Il est écrit 1/3 de compost, mais tu peux en mettre une demi. Il n'y a pas de recette miracle, mais tu sais, moi, mon 1/3, je l'ai basé sur la recette que Yves Gagnon il a écrit dans son livre Le Jardin écologique. Puis là, l'autre jour, j'écoutais ces petites capsules sur les semis, puis il a dit une demi. Tu sais, c'est bien pour dire, là, hein, regarde, connaissez-vous ce livre-là? Ça, ce livre-là, là, c'est ma Bible. Le Jardin écologique de Yves Gagnon. Il y en a des trucs là-dedans. Toujours est-il, vous rajoutez du compost. Puis l'idée là-dedans, c'est que la plante, quand elle est au niveau de la semence et qu'elle est très petite, ben, c'est comme un bébé. Quand on est bébé, on mange de la purée, puis à un moment donné, on se fait des dents, puis on est capable de manger un steak. Ben,
c'est pareil, la plante, quand elle est au niveau de la semence puis qu'elle germe, elle ne veut pas avoir le gros steak. Elle n'est pas capable de le manger, elle n'est pas capable de le mâcher. Puis même, juste que s'il y a trop de vie dans trop de compost, le compost, c'est plein de microbiologie. S'il y a trop de vie, certaines plantes n'aimeront pas ça. Question? Oui, on me demande comment on sait quand repiquer spécifiquement les semis-melons et les semis-laitues. C'est la première fois que j'essaie ces semis. Excellent. Ben écoute, justement, un petit peu plus bas, OK? On parle l'avant-dernier point de le repiquage suite, cette slide-là. Les choses à repiquer, aubergines, tomates, laitue, choux, cerises de terre, brocoli. La famille des solanacées, là, tomates et alouettes, là, ça a besoin d'être repiqué et ça va vouloir, ça l'aime être repiqué, un plant de tomate, OK? Vous allez voir la pilosité de la tige du plant de tomate quand on la met, de la pilosité, c'est des poils. Ces poils-là, sous la terre, deviennent des racines et ça va aider. Les plantes à ne pas repiquer, les melons, les courges, les concombres, toute la famille des cucurbitacées, là, les citrouilles, les courgettes, on ne repique pas ça. Gardez en tête que ces plantes-là n'aiment pas se faire toucher les racines. Les racines des concombres, tu ne touches pas à ça. Quand que tu achètes à la quincaillerie un plant de concombre puis qu'il y a 3 tiges dedans, tu plantes ça tel quel. Tu commences pas à défaire une tige par une tige, la plante n'aimera pas ça, tu plantes ça tel quel. Donc, quand on va faire des semis de melons et de courges, c'est des plantes qui sont capables d'absorber la microbiologie. Tu sais, quand je vous disais, le terreau à semis est très pauvre, puis qu'il y a certaines plantes qui n'aiment pas être en contact avec trop de microbiologie qui est dans le compost, là. Ça, c'est de la petite vie qu'on ne voit pas. Hein? Ça, de la microbiologie, c'est... Moi, je fais bien des parallèles avec tout ce qu'on vit en ce moment en confinement. Là. On ne la voit pas, hein, le virus. Ben, c'est la même chose dans un compost. Il y a de la vie qu'on ne voit pas. Puis, c'est important de comprendre que certaines plantes ne sont pas prêtes à le prendre. Les melons, les courges, c'est des plantes qui sont capables de le prendre. Quand je vais faire mes semis, je vais planter dans du terreau qui va avoir du compost dedans et je plante ça à la début mai seulement. Seulement à début mai. Parce qu'on ne peut pas les repiquer. La plante, elle n'aime pas ça. Pour ce qui est des semences de laitue, OK? Là, tu me dis quand est-ce que je vais les repiquer? Ben, regarde bien. Là, moi, j'en ai pas parti de la laitue parce que de la laitue, tu peux partir ça directement dans le jardin, ça va être correct. Mais là, tu en as déjà parti, c'est parfait. Précoce dans la chose, puis tu as hâte d'avoir quelque chose à manger, c'est bien parfait. Regarde bien, les 2 premières feuilles qui vont sortir, ce sont des cotylédons. Et après ça, il va y avoir 2 vraies feuilles, puis quand il va y avoir de 2 à 4 vraies feuilles, c'est le temps de le repiquer. Et quand on va le repiquer, c'est simple. Moi, ce que j'aime bien utiliser, un couteau, OK? Puis avec mon couteau ou une cuillère, quoi que ce soit, ou on peut utiliser notre doigt, je vais aller piquer sur le bord de ma plante. Je vais aller soulever les racines avec mon couteau, là. Pas plus compliqué que ça. Je l'ai encore proche. J'ai ça ici. Ah, regardez. Tant qu'à dire, on va s'amuser pour vrai. Ça, là, comment? Ça, c'est un repiquage pas facile. Je prends mon couteau, je vais aller piquer à côté, je vais le soulever. Je vais soulever une coupe de plantes. Puis là, je repasserai le balai tantôt, c'est pas grave. Mais l'idée, ça va être de tirer doucement, OK? Puis, il faut défaire les racines, puis on va les défaire un à un comme ça. Une tige. Tu peux pas planter 4 plants de tomates un à côté des autres, ils n'aimeront pas ça. Un à la fois. OK? C'est le repiquage, c'est l'idée. Quand tu semes, tu peux semer à la volée, c'est pas grave. Comme ça, c'est pas grave. Tu peux les semer bien alignés. Ça peut faciliter ton repiquage. Si tu les sèmes tout alignés, ils vont moins se mélanger au niveau des racines. Parce que là, il a bien sorti, mais des fois, c'est tout pogné en pain, là. Puis il va falloir que tu y ailles doucement,
J'appelle ça cultiver la patience. On y va doucement et ça se peut que tu entendes un petit scrunch là. Ça se peut que tu fasses mal aux racines. La plante va s'en remettre, c'est pas très grave. Ça reste que va falloir y aller doucement pareil. Puis là, moi, je le tiens par la tige en ce moment. J'ai confiance en mes capacités. Ça fait une couple de fois que je le fais. Mais il y a des... Quand on débute, quand on commence, des fois, on a de la misère à gager la force qu'on va y mettre. OK? Donc, il ne faut pas faire mal à la plante. On peut tenir la plante par le cotylédon. L'idée là-dedans, c'est est-ce que vous préféreriez, si vous aviez le choix entre un ou l'autre, vous faire casser le cou ou bien vous faire casser rien qu'un bras? Mettons, si tu choisis. Je pense que tu vas choisir le bras. OK? Si le plant de tomate, il casse son cotylédon, c'est pas grave. Ça met pas sa vie en danger. Si je prends le plantule puis j'y fais mal à sa tige, ben ça peut faire mal de façon irréversible. OK? Donc, on fait attention quand on fait notre repiquage. Et on repique. Puis là, on va pouvoir mettre plus de compost. Puis j'invite, je pense qu'on va être rendu là. Hein? C'est-tu là la fertilisation? Et oui! Je commence à connaître ma conférence. Connaissez-vous ça? Des mycorhizes. Pendant des décennies, sinon des siècles, nous avons pensé, des scientifiques disaient, que les plantes allaient déployer des racines pour aller chercher elles-mêmes le magnésium, le fer, le calcium, l'eau, la nourriture qu'elle avait besoin. Il y a une couple de flyers qui ont pensé que c'était pas ça. Puis aujourd'hui, les scientifiques s'entendent pour dire que ouais, on a été dans le champ longtemps. Puis une fois qu'on a été dans le champ longtemps, on a pu constater que on était dans le champ dans nos idées. C'était pas ça pantoute l'affaire. Les mycorhizes, c'est de la microbiologie, c'est fongique, c'est dans la famille des champignons. J'appelle ça de la poudre de perlimpinpin. OK? C'est une petite poudre, là. Puis, on va en mettre au niveau du repiquage. Et pourquoi, quand je dis qu'on se trompait, c'est qu'aujourd'hui, on attribue aux mycorhizes et à la microbiologie en soi, là, l'échange indispensable que les mycorhizes... Ce que je dis dans garderie, c'est « Est-ce que vous aimez ça, les biscuits? » Tout le monde aime ça, les biscuits au chocolat. Ben, c'est pareil pour la microbiologie. Elle aime ça, le sucré. Puis les plantes, par la photosynthèse, elles vont capter l'énergie du soleil, les transformer en sucre. Et ces sucres-là, ben, c'est de la sève, c'est comme de l'eau d'érable. Mais un plant de tomate, il n'est pas assez gros pour y mettre une chaudière au printemps. Mais l'idée, c'est que ces sucres-là, c'est de ça que se nourrit le sol, la microbiologie, les mycorhizes, les champignons, toutes les petites bébites qu'on ne voit pas. C'est de ça qu'elle se nourrit, les sucres des plantes. Mais la plante, là, elle sait qu'elle peut pas bouger, elle. Fait qu'elle dit, toi, si tu veux, je te donne des sucres, va falloir que tu me rapportes quelque chose. Va donc chercher de l'eau. Va donc chercher du calcium. Va donc chercher du magnésium. Et c'est ainsi qu'on comprend aujourd'hui que la microbiologie, la fécondité d'un sol réside là-dedans. Les mycorhizes, les champignons. C'est tout un grand concept qui, quand on s'y attarde, nous fait voir le sol non pas comme simplement, là, j'ai fait une session en technique agricole, puis c'était tout beau de voir aller ça, comment certains agronomes voient le sol seulement comme un support de plante, tu sais. Puis là, je dis certains, c'est pas tout le monde. Mais d'un autre côté, la vie dans le sol, c'est pas juste, ça fait pas rien que supporter une plante. Ça la nourrit et c'est toute la beauté là-dedans. C'est que mettre des mycorhizes, ça va aider à plein des choses. Ça va aider à développer le système racinaire, puis la plante, elle va être capable de mieux être résiliente au niveau de l'eau, au niveau de toute sa nourriture au courant de la saison. Donc, quand on en met un petit peu, soit
au repiquage ou à la transplantation, on peut en mettre dans le trou aussi, c'est que cette vie-là, là, ben, c'est comme toute la vie, elle aime ça, jouer au petit lapin. Elle copule et elle copule. Fait que quand on en met un petit peu en début de saison, dites-vous qu'il y en a pour toute la saison à pouvoir développer ça. Alors, voilà. Je dis aussi dans la slide de mycorhizes, algues et alouettes que le vermicompost, pour des tests qu'on a faits, ok? Là, je parle de tests que Comporosic a fait avec le cégep de Joliette. On a testé plein de types de compost. Et dans toutes les sphères testées, à chaque fois, c'était le vermicompost qui était le meilleur. Alors, c'est pas pour rien que quand vous voyez du vermicompost à la fête des semences de la Naudière, que vous vous dites, coudonc, ça coûte bien cher. Ouais, c'est parce que c'est vraiment le meilleur, puisque c'est pas si facile que ça à faire non plus. Mais tout le monde est invité. Vous pouvez avoir des petits bacs de vermicompost à la maison. Ça se fait très bien. Je l'ai vu en école et tout. Il y a quelque chose à faire. C'est ce qui est de meilleur. Quand on pose la question, quel est le meilleur compost? Le vermicompost, quand c'est digéré par des vers de terre, la plante, c'est elle qui est comme... c'est le plus facilement assimilable. Alors, après ça, je parle à la fin de tout les algues. Des algues, là, les scientifiques qui se sont attardés aux algues attribuent la microbiologie qui va s'instaurer au niveau des racines, vont aider la plante à gérer le surplus d'eau et la sécheresse. Dites-vous bien quelque chose? La microbiologie dans l'océan, elle a une petite façon comment gérer l'eau. Puis, cette façon-là, elle se transpose aux plantes. C'est aussi flyé que ça. Donc, c'est intéressant d'utiliser les algues. Vous pouvez en acheter maintenant, là, les jardineries les plus tripeuses vont vous en offrir. Là. On en voit de plus en plus. Faut juste comprendre, faut pas toujours arroser à ça. Là. D'un, ça va sentir le poisson pourri dans votre maison. Ça, c'est une affaire. Là. Ça dégage une odeur de mer pas très agréable. Puis, ben, en tout cas, pour moi. Puis, voir, là, il est écrit sur l'étiquette, il y a une recette pour pas que ça soit trop concentré. Il y a une question? Oui, c'est pour les verres, là, on nous demande où est-ce qu'on peut acheter ça. Peut-être si tu veux donner un peu plus d'infos, comment faire ça, puis répète la question parce qu'ils m'entendent pas bien. Ah, d'accord. Alors, pour faire du... Où est-ce qu'on peut trouver ça? Mycorhize, on va commencer avec ça. Moi, celui-là, je l'ai acheté à Jardinerie Saint-Ambroise. Les jardins de l'Écoumène, pas mal sûr qu'ils en vendent aussi sur leur site web. J'en ai jamais vu, mettons, Patrick Morin. Je dis pas qu'ils n'auront pas cette année. Je dis que les quincailleries nous offrent du pop. Hein? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais tu sais, ils nous offrent la chose facile. Ça, c'est une affaire de tripeux. Donc, c'est pas le centre jardin commun qui nous offre de la mycorhize, quoique, il y en a toujours qui peuvent nous surprendre. Pour ce qui est des vers de terre, là, Radun, si je me souviens, ça s'appelle Terrami. Terrami. Terrami? Je m'excuse. Je sais que je fais pas affaire avec eux vraiment, là, mais je sais que eux, ils offrent. On les voit à la fête des semences de la Naudière chaque année. Du bien bon monde, ils sont super smart, puis ils vont vous aider. Je suis pas sûr s'ils vendent tout le kit pour vous en faire un, mais sincèrement, c'est pas compliqué. Là. Ça prend une boîte avec un couvercle en plastique, puis on fait un petit trou là-dedans pour qu'il y ait de l'air qui circule. On met nos déchets de table. Ils vont vous vendre les verres. C'est pas n'importe quel verre qui digère à la même vitesse. Il y a des vers de terre qui digèrent plus vite, puis qui en mangent plus, puis qui se reproduisent plus. Eux autres, ils vont vous vendre ces vers-là, puis on cultive ça. Sincèrement, là, ça peut sembler un peu dégoûtant, là, mais pour en avoir vu dans plusieurs classes d'école,
Ça sent pas. Si c'est bien fait, là, c'est vraiment pas dégueu si t'es prête à toucher à des vers de terre une fois de temps en temps. Là, mais il n'y a pas d'odeur nauséabonde si c'est bien fait. Puis terre amie. Terre amie. OK? Puis là, je cherchais peut-être une couple de façons de l'écrire, là, mais je pense que c'est ça. Alors voilà. Changement de slide. L'acclimatation. Gang, ça m'est déjà arrivé et ça va continuer de m'arriver. J'ai pas rien acclimaté, mais là, c'est un samedi après-midi, il fait beau comme en été, puis là, je me dis que je vais planter. Et là, je sors toutes mes semis, puis à 2 heures de l'après-midi, au gros soleil tapant, je les retransplante dans mon jardin. On va voir des feuilles faire des coups de soleil. On va voir des plantes avoir de la misère. Mais tu sais, c'est comme... C'est fesse avec un bat de baseball dans sa face. Là, je veux dire, c'est pas ça que ça y tente. L'acclimatation, c'est le processus d'y faire voir les éléments de la nature de façon progressive. Alors, je m'explique. Pour le vent, on va vouloir mettre une petite fan. Plus que la plante grossit à un moment donné, tu y mets une petite fan. Pas une grosse fan, mais une petite fan. Puis là, le vent que ça crée va l'obliger à créer une tige plus forte, plus dense pour se tenir, telle qu'elle va avoir à vivre dehors dans le jardin. Pour le soleil, si on est dans une serre, le soleil, il est comme toujours là, ça fait pas une grande différence. Mais si, par exemple, là, ici, là, je suis dans mon sous-sol, mes plantes, là, ils veulent pas être au gros soleil du jour au lendemain. Donc, évidemment, ça dépend du temps que vous avez, de l'énergie que vous avez à donner à vos semis. Mais on va commencer par choisir un bel après-midi nuageux pour emmener nos plantes à l'extérieur tranquillement. Une fois de temps en temps, si on en a rien qu'un petit peu, ça va bien. On les rentre le soir. Puis on acclimate comme ça tranquillement. Puis à un moment donné, ça finit que les plantes, ils vont passer la journée dehors, même que la nuit. Si vous vous dites, bon, ben c'est samedi que je vais planter, ben peut-être qu'à partir du mercredi, tes plantes vont être dehors puis ils vont être acclimatées au soleil. C'est ça l'acclimatation. Il n'y a pas de mesure spécifique. C'est un principe que vous pouvez mettre en pratique et qui aide la plante vraiment beaucoup. Sur ce, l'ingrédient miracle, mettre de l'amour. Quand on met de l'amour à nos semis, ça va bien aller. La dernière slide, c'est des références en jardinage. Vous avez des questions sur les bébites au travers de la saison. Un qui parle bien des petites bébites, Espace pour la vie. C'est le jardin botanique de Montréal. Ça donne plein de fiches techniques sur les ravageurs, les maladies, les désordres physiologiques des plantes. J'aime beaucoup le centre d'info. Il y a bien des choses. L'infolette du Jardin des Coumènes nous enseigne plein d'affaires. C'est super intéressant sur le web de s'y référer une fois de temps en temps. Il y a plusieurs groupes Facebook. C'est tellement beau de voir aller, les gens posent des questions, puis il y a toujours 15 personnes pour contre-vérifier ce que la première personne avait dit. Le groupe Facebook Jardin et Plantes du Québec, quand la dernière fois j'ai écrit on était 10 000, ça se peut qu'on soit rendu plus, mais c'est tellement pertinent. J'ai inscrit Johnny Seeds. Je sais pas pourquoi je l'avais écrit, là. Ça, c'est un vendeur de semences. Oui, en fait, ils font des belles vidéos. C'est le fun pour les vidéos, mais c'est pas au niveau des semis. Moi, j'invite les gens à faire des recherches sur la permaculture. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, allez sur YouTube, allez sur Google, allez voir cette façon de réfléchir la culture de la terre qui est vraiment, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on vit en agro-industrie.
Puis je l'ai dit là, chez nous, à tous les Féliciens et Féliciennes, j'ai beau être de Saint-Ambroise, chez nous aussi, on est dans le poulet. Puis l'agro-industrie, je suis né dedans, puis elle a pas juste des mauvais côtés, là, elle en a des très bons, mais il y a une façon de penser qui ne réfléchit pas à être en équipe avec la nature. La permaculture, c'est l'idée de créer des écosystèmes en équipe avec Dame Nature, avec un grand N, tout le temps majuscule, là, parce que c'est toute l'importance que j'y porte. Dans les livres, tantôt je l'ai parlé, Jardin écologique d'Yves Gagnon, je l'aime beaucoup. Connaissez-vous Le jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier? Pour ceux et celles qui ont un projet de rentabilité, hein, c'est important de le dire. Ben, je trouve ça important. C'est un fichu de bon livre. C'est un best-seller. Écoutez, c'est rare qu'il y ait un best-seller dans un guide de jardinage. C'est 150 000 copies vendues, 8 langues. C'est quand même pas rien. C'est une révolution au niveau agricole, mais c'est pour ceux et celles qui veulent en vivre. Chose qui est différente, si tu veux pas en vivre, je te conseille Le jardin écologique. Et puis, j'ai écrit aussi La révolution d'un seul brin de paille de Fukiuka Masanobu. C'est en PDF gratuitement. C'est de la philosophie sur la jardinage. C'est pas une technique agricole, c'est de la philosophie. C'est lui qui a inspiré tout l'ouvrage de Bill Mollison sur la permaculture, puis son chum, que je me rappelle jamais son nom. L'idée, là, juste pour vous donner un peu une mise en contexte, c'est que Fukiuka Masanobu, lui, était là après la guerre mondiale où est-ce qu'on a décrété qu'il n'allait pas avoir de produits chimiques qui allaient être utilisés comme guerre bactériologique. Et, mais tu sais, il y avait des banques, il y avait des gouvernements qui avaient investi des milliards dans des gros laboratoires pour faire ces produits chimiques-là. Puis là, maintenant, mais là, écoute, là, faut que je fasse de quoi avec mon gros réservoir de produits chimiques? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ces chums à Fukuoka sont tous en train de se dire, non, mais devine si on mettait ça dans le champ. T'imagines-tu l'argent qu'on ferait? On ferait ça longtemps en plus, là, tu sais. Et c'est amorcé une volonté d'inclure des produits chimiques au point tel que des décennies plus tard, il y a des gens qui pensent que ça serait obligatoire pour pouvoir nous nourrir de mettre des produits chimiques, mais ça n'a jamais été obligatoire. On s'est forcé le cul pour réussir à faire vivre ça aux plantes. Puis toutes les plantes qui n'ont pas voulu le vivre, on les a discartées, tu sais. Puis lui, Fukuoka, là-dedans, il est comme... Non, ils sont virés capot. Tu parles d'une idée de cave, tu sais. Puis lui, là, je l'ai dit, vous sentez, hein, l'émotion de hargne? J'aime pas beaucoup là, utiliser du chimique. Moi, me posez pas de questions sur comment mettre de petites poudres bleues je l'utilise pas. Et je fais de très beaux jardins. Mais Fukuoka, c'est un très bon livre. Vous allez voir La révolution d'un seul brin de paille en PDF gratuitement sur Internet. Période de questions. Y a-t-il des questions? Puis si vous n'avez pas de questions, il y a un petit décalage entre la rentrée des messages et tout. Mais si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous auriez un commentaire constructif à me donner? Moi, j'ai fait du théâtre dans la vie. Fait que les commentaires constructifs, on m'a appris ça quand même assez jeune, de dire c'est pas parce que je te dis qu'il y a ça qui était moins bon que faut que tu te démoralises puis que tu baisses ton estime de soi. Fait que je suis capable d'en prendre si vous avez quelque chose à me conseiller. Oui? La vidéo, est-ce qu'elle va être disponible longtemps sur le fil de nouvelles? Juste répéter la question. La vidéo va être disponible. La question, c'est est-ce qu'on va laisser la vidéo disponible? Oui, on va la laisser disponible sur le groupe Jardinon. Vous pouvez la partager à tout le monde. C'est un cadeau que la mairesse Boisjoli ainsi que toute l'équipe je sais pas comment les appeler, mais l'équipe de Saint-Félix, toute la maire puis l'administration. Alors, c'est offre à tous les francophones qui voudront bien se connecter. Alors, gênez-vous pas, partagez-la, puis oui, on va la laisser là.
Hey, je me rends compte que j'avais laissé une petite slide. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions qui sont rentrées? Non? On nous dit qu'on a adoré, c'était généreux. Ben, merci beaucoup. La dernière slide, c'était un petit retour sur la coop de solidarité Jardinon. Je vous explique. J'ai jardiné avec 2000 personnes l'an passé. Je jardine en groupe. Pour être très honnête, en ce moment, comme beaucoup d'autres personnes, on est dans une situation semblable. On n'a plus rien devant nous. On n'a comme plus un contrat qui vaille. Mais on sait qu'on va jardiner cet été. Puis nous, en tant que Marie-Kim et moi, qui sommes membres travailleurs de la coop de solidarité Jardinon, on se donne le mandat d'aider tous ceux et celles qui veulent jardiner, que ce soit à la maison ou bien dans un jardin communautaire, dans un jardin collectif. On veut vous aider. On veut vous aider en vous partageant des connaissances, comme aujourd'hui. On veut vous aider en vous faisant des liens entre les fournisseurs professionnels de stock. Donc, quand vous avez des questions sur où est-ce qu'on peut prendre telle chose Parce que encore, la quincaillerie, elle offre pas toujours les affaires les plus adaptées. Hey, moi, vous en montrer une. Oh non, perte de temps. Non, mais tu sais, là, des arrosoirs de push-push, là, regarde, là, ça marche pas, ça, là, tu sais. Il y a des affaires, des fois, c'est un non-sens que je vois à Quincaillerie de vendre ça dans une affaire de horticole. Fait que, on est là pour vous aider à choisir les meilleures choses. Y a-t-il une question? Oui. On nous demande c'est quoi ton avis sur le compost produit par la municipalité dans l'utilisation de jardin? Hey. Qu'est-ce que je pense du compost de la municipalité? Là, hey, tabarnouche, t'es-tu prête qu'on en jase 1 heure de temps? Je fais des farces. Là, les amis, la question, elle est très pertinente et je vous invite. Je vais reposter d'abord, tout de suite après la vidéo, je vais reposter, j'en ai fait une vidéo d'une dizaine de minutes où est-ce qu'on m'a posé la question. Moi là, à Saint-Félix, c'est EBI. EBI, dans les dernières années, ont changé leur façon de faire leur compost. Et c'est un compost qui est surtout de feuilles mortes. Donc, si vous vous dites, v'là 5 ans, il était vraiment pas beau, j'ai eu plein de morceaux de plastique puis de vide, blablabla. Dites-vous bien que d'un, c'est pas juste la faute de BI ou de la personne qui transporte les matières, ok, pour ceux qui sont pas de Saint-Félix. Il y a le citoyen se doit de bien faire son compost de prime abord. Mais pour ceux à Saint-Félix, EBI va faire un compost. Il s'est amélioré dans les dernières années, mais il met beaucoup plus de feuilles mortes et ça va être un compost qui va être très léger. Moi, là, je prends ce compost-là, puis je remplis des bacs à jardin. Le jardin à l'école de Saint-Félix, ça a été planté que de compost. C'est pour vous dire à quel point il n'est pas très puissant. Par exemple, plus loin en Matawini, Chersey, Saint-Donat, Rawdon, c'est Compost Recycle, ils vont prendre le bac brun, les déchets de table, et ils vont l'utiliser pour faire un compost. Et ça va être un compost très, très riche. Si on prend toujours le même compost qui vient de la même... par exemple, j'utilise un compost de fumier de mouton. C'est pas très riche, ça a toujours les mêmes éléments. Quand tu prends tous les déchets de table puis que t'es compostes ensemble, t'as tous les éléments. Fait que ça fait un très très bon compost, mais il faut être prête à avoir des morceaux intrus à ramasser. Et moi, je me fais un devoir de les ramasser. Je me suis jamais fait mal, même si des fois on voit de la vitre, je jardine les mains nues. J'ai jamais eu d'enfants qui se sont fait mal, mais on fait attention. L'idée, c'est que c'est un très bon compost, mais de par la de l'activité humaine, de faire le compost à la maison, il y a des intrus, des morceaux de plastique, ces choses-là. Dites-vous bien, c'est un très bon compost, pareil, il est super bon. Puis allez voir la vidéo, je vous en parle en long et en large. On va la poster sur le groupe Facebook après. 4 autres questions? Hey, vous avez de la jasette, je suis content. Ah, vas-y. On nous demande s'ils font parvenir des photos de ces installations pour te donner des conseils. Peut-être glisser un mot sur le... Ben oui. Ben gang, certainement...
là, la question, est-ce que vous pouvez envoyer des photos? Le groupe Facebook Jardinon a été créé exclusivement pour ça. Mettez des photos, on va en parler, posez des questions. On est là, Marie-Kim et moi, on est en confinement aussi, puis on répond à des questions sur le jardinage parce qu'on aime ça. Fait que gênez-vous pas. Puis, évidemment, il faut devenir membre du groupe Facebook. Puis, tantôt, tu sais, je parlais de la coop Jardinon. Ben, dites-vous bien que si vous voulez devenir membre de la coop, c'est 20$ pour devenir membre. Et puis, pour être très honnête, là, quand on devient membre, on a le droit d'avoir une petite ligne ouverte personnalisée. Vous devenez membre, vous nous envoyez un petit virement bancaire. Venez me voir en message privé, on va vous envoyer et la facture et les détails des taxes et ces choses-là. Puis vous avez des questions, ben on se parle, puis on a du coaching. Si vous abusez, on va charger le coaching, là. Mais je veux dire, si vous voulez devenir membre, ça va nous faire plaisir de répondre à vos petites questions par-ci, par-là. Là. Ça va nous faire plaisir. Fonte des semis, cause et traitement. Oh, pélay. Alors, fonte des semis. La fonte des semis, c'est la microbiologie trop forte dans notre terreau qui va étouffer nos petits plantules. Donc, si on prend, pour faire des semis, un terreau qui a trop de compost, un terreau on prend de la terre de notre jardin puis on fait des semis à l'intérieur, et ça, c'est vraiment, je pense que c'est la plus grande cause de fonte des semis. C'est quand on démarre des semis en prenant la terre du jardin. Il y a trop de vie là-dedans. La fonte des semis, si on achète un terreau à semis avec de la mousse de tourbe, et je n'aime pas utiliser la mousse de tourbe, on a aussi des mélanges qu'on peut faire avec les rebus de noix de coco, que j'aime mieux au niveau écologique. Tourbière, on serait aussi bien des laissés intacts. Mais la mousse de tourbe, c'est inerte. De la fonte des semis, ça fait 10 ans que je fais des semis, mais en utilisant un terreau inerte acheté en magasin, j'ai jamais eu de problème. Puis quand que tu as une maladie dans tes semis, discarte, là. Il faut tout de suite que tu... Oh, et là, lui, il est pas beau. On va pas le laisser avec les autres. On l'enlève, puis on s'assure que on va nettoyer le pot bien comme il faut avec de l'alcool. C'est ça, la réponse pour gérer la fonte des semis. Est-ce que c'est possible d'acheter des plants via nous? Est-ce que c'est possible de nous acheter des plants? Ben, écoutez bien, là en ce moment, là, nos plants sont pas prêts à vendre. Mais là, combien on a parti de plants de tomates? Comment on a repiqué? 500, genre? On a quelque chose comme 400 plants de poivrons, 500 plants de tomates. Puis habituellement, là, tout ça aurait été mis dans les écoles. OK? Donc là, je veux rien comprendre, c'est que si les écoles y réouvrent, là, on va tout faire pour aller les planter dans les installations qui ont déjà à l'école à Saint-Félix, par exemple. On va les planter Saint-Ambroise, Saint-Paul. Il y a plein de jardins pédagogiques. Si les écoles réouvrent, c'est sûr qu'on va les planter. Si les écoles ne réouvrent pas, on va se reparler. Et tenez-vous au courant via la page Facebook de M. Jardin, via le groupe Facebook Jardinon. On va vous tenir au courant si on a des plans à vendre parce que X raison, on en a trop. Tu sais, parce que des fois, on en a trop, mais si les écoles ne réouvrent pas, on va certainement en avoir à vendre. On va vous inviter chez nous, à la ferme, sur le 4e rang à Saint-Ambroise, ou bien on s'organisera une petite run pour aller faire une livraison dans votre bout. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer un petit message privé, un courriel. Moi, mon adresse, c'est jasmin@commercialcoopjardinon.com. Puis, vous êtes invité à nous écrire. On va vous tenir au courant là, au travers du printemps. Quelqu'un a fait ses semis de poivrons et piments le 15 mars. Il a décotivé donc, mais pas de vraies feuilles. Est-ce qu'il devrait attendre pour repiquer?
15 mars, pis t'as pas encore de vraies feuilles. Tabarnouche. Écoute, la vraie réponse, ce serait attends que tu aies des vraies feuilles. Mais s'il est pas mort, j'oserais dire qu'il a peut-être pas eu les meilleures conditions de culture. Puis c'est pas grave. S'il est pas mort, donne-y une chance, donne-y de l'amour. Puis quand il y aura 2 vraies feuilles à 4 feuilles, tu pourras. Mais repique pas tant aussi longtemps qu'il n'y a pas 2 vraies feuilles. Il y a plus de chances que tu y fasses mal que de l'aider. Si tu veux, tu sais, s'il commence à avoir, tu sais, il est quand même haut, puis tu sais, il y a 2 cotylédons, mais ils sont beaux et tout, tu peux glisser un petit peu de compost sur le dessus. Ça va peut-être le réveiller un petit peu, ça va peut-être donner le goût. Quelqu'un dit, moi, j'ai un tapis genre buvard, est-ce que ça peut créer la fonte des semis, car sa garde à terre demeure constamment très humide. Peut-être répéter. Le tapis buvard. Moi, je connais pas beaucoup ça. Quand j'ai entendu le mot buvard, c'était dans le monde interlope. Là. J'ai jamais utilisé ça au niveau des semis. Je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Si tu as un défi avec un tapis buvard, je ne sais pas de quoi tu me parles. Peut-être envoyer une photo sur le groupe Facebook. Puis je prendrai le temps après la conférence d'aller voir puis d'y répondre. Mais pour revenir à l'irrigation, l'eau, on veut que ce soit humide. Quelque chose que j'avais pas dit, puis merci de poser la question, c'est que on veut que la terre elle devienne un peu sec sur le dessus avant de réarroser. On veut pas que ce soit toujours humide. On veut que ce soit tout le temps humide pour que ça germe. Mais une fois que ça l'a germé, puis que la plante elle commence à grandir, on va vouloir que la terre devienne sec. Ça va nous assurer que, tu sais, là, quand ça devient vert sur le dessus de ta terre, c'est pas bon signe. Là. C'est parce qu'il y a une moisissure qui se forme. Ça, la plante, elle aimera pas ça. On veut que ça sèche. Donc, si au niveau de, par exemple, tu sais, il y a des terreaux, là, c'est par capillarité, ça a de la succion. Là. Si on arrose, des fois, là, à cette grosseur-là, il y a des gens qui vont aimer arroser dans le fond du plateau, puis l'eau va rentrer au niveau de la capillarité, ça va être correct. Tu n'as pas de problème d'humidité en haut. Évidemment, il va falloir gérer parce qu'il ne faut pas que tu aies toujours un 3 pouces d'eau dans ta cassette non plus, tu sais, ça sera pas mieux. Fait que, on veut un bon drainage, puis c'est bon que dans le fond du plateau, ça devienne sec aussi une fois de temps en temps. Alors, c'est ça la gestion. On veut des trous dans notre pot pour s'assurer que l'eau ne reste pas pognée dans le pot. Puis les belles caissettes comme ça, là, il y a des vagues à l'intérieur. Je sais pas si on le voit comme ça, là. Là les supports visuels, c'est pas toujours le best là, d'y aller de même dans mon sol. Il y a des vagues comme ça pour s'assurer qu'à un moment donné, là, le pot, là, il touche plus à l'eau. Fait que c'est important que ça redevienne sec dans ton terreau. Alors, mais pour revenir, j'en prendrai une photo de ton papier buvard. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Une autre question? Non? Plus d'autres questions? Hey, gang! La dernière des slides, je pense. La mission, c'est de rendre le jardin à tous et toutes. Puis aujourd'hui, on va l'avoir fait en transférant des connaissances. Je me suis fait un plaisir de vous faire cette conférence-là. J'espère que vous avez eu autant de fun que moi. Puis je vous souhaite des beaux semis. Puis je vous souhaite d'être en santé chez vous. Puis je vous remercie et vous félicite d'avoir l'idée de jardiner cet été parce que je vois qu'on est rendu que c'est plus juste un loisir. Je pense que c'est une nécessité de transformer notre gazon en jardin. Fait que bon jardinage, gang. Puis tenez-vous au courant. On va poster d'autres petites conférences, d'autres petites vidéos. Venez nous voir. On veut jaser de jardinage avec vous autres. Bonne journée, gang. À plus.